Bien, nous allons redémarrer nos réflexions et nos remarques. On va faire témoigner un certain nombre d'anciens ou d'actuels de Marmottan dans deux groupes de 4, où ils vont vous parler de leur expérience, de leur ressenti, etc., etc. Mais auparavant, et pour poser les choses, j'avais quelques mots à dire. Alors c'est incroyable, c'est quand même 50 ans. 50 ans, qui eût cru qu'un jour, Marmottan fêterait ses 50 ans. 50 ans, c'est une autre époque, les années 70. C'est un autre temps, c'est un autre siècle. Et la majorité de l'audience n'était probablement que le désir furtif dans l'imaginaire de vos parents. Ça, c'est une petite phrase juste pour faire croire qu'on a un auditoire jeune. Mais 50 ans, c'est quand même une paye. Et personne n'aurait pu imaginer que Marmottan dure si longtemps. Notamment Oliver Stein. Oliver Stein, qui est, ça a été dit, mais tout le monde le sait, le fondateur de Marmottan, imaginait un scénario plutôt catastrophe, au cours duquel Marmottan, son œuvre, l'œuvre de sa vie, disparaîtrait avec lui à jamais. Mauvaise pioche. Certes, Olive n'est plus, mais Marmottan existe toujours. Marmottan n'a pas disparu. Allô? Ouais. C'est pas mauvais signe, ça, quand la sonnette s'arrête au moment où je dis Marmottan n'est pas mort. Donc Marmottan, c'est quelque chose, c'est une paye, comme on dit. Les 50 ans, c'est long. Mais le danger à célébrer les 50 ans, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on risque de se retrouver dans la célébration d'un anniversaire. Anniversaire. Anniversaire, c'est la page qui se tourne. C'est l'année qui se tourne de façon définitive, implacable, sans qu'on puisse y revenir. C'est donc un côté comme ça qui est particulièrement définitif. En ce qui me concerne, j'aime pas les anniversaires. Un anniversaire, c'est toujours l'expérience de cette joie un peu triste, espèce d'oxymore ridicule qui infiltre les célébrations et les discours, avec leur obligation de bilan, d'inventaire, de justification, de regret du passé, et qui laissera croire, c'est en tout cas ce qu'on peut entendre dans le discours de certaines institutions, qui laissera croire qu'au bout du compte, avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux. Avant, on n'aurait pas fait ci. Avant, on n'aurait pas fait ça. Avant quoi? On n'en a jamais rien su, mais avant quand même. C'est le leitmotiv des institutions fatiguées. C'est le premier piège que nous avons essayé d'éviter dans cette première plénière. Notre idée est de faire témoigner des anciens de Marmottan sur ce qu'ils avaient ressenti, éprouvé, appris durant cette période et durant leur période d'activité marmottanienne. Qu'est-ce qui les a aidés, inspirés, guidés par la suite dans leur activité professionnelle? Ce sont des témoignages, ce sont des expériences, ce sont des souvenirs qui vont être apportés par ceux qui sont partis pour créer ailleurs quelque chose plus ou moins inspiré de Marmottan. Marmottan a toujours été un lieu de passage pour les uns, un point de départ pour les autres, de départ vers d'autres ailleurs professionnels.
Je pense au premier parti, non sans douleur, comme Francis Curté ou Aimé Charles Nicolas, par exemple, qui... Voilà, il est là. Je savais qu'il était là. Montre-toi. Donc, qui ont été témoins de cette émancipation douloureuse, car à l'époque, quitter Marmottan, c'était trahir Olive. Je pense au départ plus tranquille, comme celui de Sylvie Angèle vers Monceau, de Jean Hébert vers Horizon. Je pense à moi, quand même, qui suis allé créer le centre Imagine dans le Val d'Oise, avec beaucoup de Marmottan et pas mal d'Olive. Dans une autre perspective, nous pensons aussi à ceux qui ont transformé Marmottan de l'intérieur, pour y adapter de nouveaux outils, comme les TSO ou la réduction des risques. Dominique Boubillet, Elisabeth Avril. Et puis je profite évidemment de l'occasion qui m'est donnée pour avoir une pensée toute particulière pour Jean-Pierre Lhomme, qui aurait été des nôtres ce matin. Et puis, notre but était aussi de faire témoigner ceux qui ont accueilli et ont accompagné les nouvelles demandes issues de nouvelles addictions. Mais comment rendre compte de toute cette expérience, de toute cette richesse, de toutes ces compétences croisées? Comment porter témoignage des dizaines de travailleurs sociaux qui sont passés à Marmottan, des centaines d'infirmiers qui sont passés à l'hospice, des 300 internes qui sont passés sur les différentes unités de notre service, de plus d'une centaine de médecins qui ont exercé leur profession. C'est là que les difficultés commencent. Comment choisir et qui choisir pour répondre à cette question qui n'est pas si compliquée que ça quand même? Pour vous, Marmottan, en un mot, c'est quoi? Si pour votre malheur, la nécessité d'un tel choix vous est déjà arrivée, vous arrive un jour, sachez que choisir parmi des dizaines, voire des centaines de témoins potentiels va partager votre univers en deux. Il y a ceux qui vous détestent parce que vous ne les avez pas choisis alors qu'ils auraient été des témoins exemplaires. Il y a ceux que vous avez choisis et qui viennent. Donc il y a ceux qui vous détestent parce que vous ne les avez pas choisis, et il y a ceux que vous avez choisis et qui vous détestent parce qu'ils s'aperçoivent que vous les avez mis dans une galère, un peu. Et ils vous détestent encore plus quand ils apprennent qu'ils vont être 8 à intervenir et qu'ils auront 10 minutes de temps de parole. Alors, il m'a été demandé de veiller au respect du temps de parole. Merci Mario. Et de faire respecter ce temps de 10 minutes. Alors vous savez, pour faire respecter un temps de parole, il y a un certain nombre de façons de procéder. La façon la plus classique, c'est on écrit sur un petit bout de papier, encore 2 minutes, encore 1 minute, encore 30 secondes, dépêche-toi, ça suffit, arrête, enfin, des morceaux de papier comme ça, qu'on essaye de faire passer discrètement à l'intéressé. Toute la salle le voit, sauf lui. Alors, j'ai décidé de donner dans la haute technologie et j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel instrument qui est une espèce de clé USB.
Ça s'appelle en réalité une clé USB à air pulsé, qui, par l'émission d'une douce mélopée, a une double fonction. Premièrement, elle stoppe l'orateur, et deuxièmement, elle réveille le congressiste. Démonstration. Démonstration. C'est pour vous y préparer. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est donc pas un bilan auquel nous vous invitons. Ce n'est pas une commémoration, c'est bien plus que cela. C'est une ambiance, un climat, une scène de théâtre, une odyssée, un partage. On a souvent dit que Marmottan, c'était une scène de western, les cow-boys de Marmottan. Mais c'est faux. Marmottan, ce n'était pas un western, c'était un village d'Indiens. C'était un village d'Indiens dans lequel il y avait deux tribus. Il y avait ceux qui pensaient que les temps étaient tellement difficiles qu'il fallait faire preuve d'une prudence de Sioux, d'un côté, et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que si les Sioux n'avaient pas été aussi prudents, ils n'auraient pas été exterminés. Là, on voit déjà hein, les gens de Marmottan qui se disent « Moi, j'étais dans quelle tribu ?» C'est probablement la coexistence de ces deux options qui a permis de garder le cap et de voguer vers des territoires peu ou pas connus à l'époque, tels que le jeu pathologique, les dépendances Internet, etc., etc., le dopage au quotidien. Ça a été évoqué précédemment. Pour conclure, je voudrais dire que un visiteur nous avait dit, avait qualifié notre action à Marmottan d'un terme que j'aurais bien repris à mon compte si on m'avait posé la question de Marmottan en un mot, c'est quoi? Mais on ne m'a rien demandé, donc je le dis quand même. Pour moi, l'activité que j'ai eue à Marmottan, les recherches qu'on a pu faire, les territoires qu'on a pu explorer, le terme qui correspond le mieux à mon sens, c'est celui de lanceur d'alerte. Je pense que les intervenants en toxicomanie, comme on disait auparavant, sont des lanceurs d'alerte. Et comme tout lanceur d'alerte, c'est une démarche compliquée qui se heurte généralement au scepticisme, dans le meilleur des cas, des gens qui sont en position de décider. Mais cette notion de lanceur d'alerte, je pense qu'elle n'aurait pas déplu à Oliver Stein. Je vous remercie. J'ai passé la parole comme première intervention de ce premier groupe à Alain Lang, qui va se présenter, qui va nous dire quel est son mot. Bon, allez, on y est. Avant tout, bonjour à tous. Je voudrais juste commencer par dire que je ne hais personne et que je vous aime tous. Voilà. Je suis donc Alain Lang, qui suis depuis 26 ans, il faut parler devant le micro, dans cette institution Marmottan, voilà, dédiée aux personnes addictes, comme on dit aujourd'hui. Elle fut créée, on le sait bien, mais quand même, il faut le rappeler, par Claude Olivenstein, il y a 50 ans. Et on est réunis pour célébrer cet anniversaire, d'ailleurs, tous ensemble. C'est avec un grand plaisir que le micro est parti, que je vais vous parler de l'expérience, oui. C'est le premier, Olivenstein, à avoir demandé à des personnes ayant traversé dans leur trajectoire de vie dépendance et liberté.
de venir rejoindre l'équipe de médecins, infirmiers, etc., en première ligne dans le sacro-saint hôpital public, afin de recevoir leurs semblables, et aussi de transmettre aux médecins l'expérience qui n'est pas enseignée à la faculté de médecine. Il créa le poste d'accueillant. Aujourd'hui, j'aime à dire que je suis un travailleur de l'expérience et de terrain. Beaucoup sont présents aujourd'hui ici, je les salue tous. Lorsque je reçois une personne qui vient pour parler pour la première fois de son addiction, ce qui rentre en communication, plus que deux identités, ce sont les ressentis communs et les émotions qui les accompagnent, qui font lien. C'est une rencontre au-delà des apparences, où il est question souvent d'une demande paradoxale, où l'objet d'addiction est présenté comme le problème, mais c'est de leur environnement, de vie sociale et affective qu'ils parlent, et de leur désir d'améliorer leurs conditions de vie. Bien sûr, c'est en lien avec leur usage. Je finis cette première étape en reformulant ce que j'ai compris de sa demande. Et si je pense qu'il est au bon endroit et qu'un possible institutionnel est pensable, alors je finis l'entretien en décrivant les étapes temporelles, c'est marrant, ouais, on peut dire que c'est un lapsus, temporelles, qui sont censées représenter les rencontres avec les autres soignants de l'institution. L'accueillant a un rôle de médiateur, de passeur. Il ouvre la porte et facilite donc l'accès aux soins. Il est bien un soignant. De cette rencontre faite de considération de l'autre et de chaleur humaine, un lien peut se créer. Ce lien résiste au temps et au cours du suivi se réactive aux besoins. En 26 ans, j'ai reçu des centaines de personnes et il existe un lien avec beaucoup d'entre eux qui est toujours actif aujourd'hui. Oliver Einstein avait une phrase, il en avait plein, mais il en avait une pour exprimer notre utilité et notre existence dans l'hôpital public et la société. Ils votent avec leurs pieds. Je dirais, ils témoignent avec leur mémoire. Et c'est très précieux. Je leur ai souvent dit, dans les moments informels, dans la salle d'attente ou dans les couloirs, là où s'exprime l'indicible, que leur confiance et leur reconnaissance me permettaient de tenir le coup les jours de blues. Travailler avec son expérience dans un monde où elle est peu reconnue demande un véritable engagement humain, sans attendre de récompenses matérielles qui, de toute façon, ne viendront pas. Et c'est bien tous ces liens humains avec nos clients, patients, qui le permettent. Ils font de notre travail une aventure humaine semblable à leur vie, une histoire fantastique. Ils nous enseignent beaucoup de choses qui nous aideront au fil du temps. Il est question d'usage, de mode de vie et de différence. Il faut bien 25 ans pour déconstruire ses propres représentations et attentes de notre système économique basé sur le capitalisme. Je pense qu'il est nécessaire de le faire pour être plus à l'écoute de notre public. L'énorme reconnaissance en tant que personne ressource pour un grand nombre, ça aide grave. C'est du plaisir dans l'engagement. Ces humains sont au centre de notre clinique et un peu dans nos cœurs aussi. Ma présence ici aujourd'hui lie toutes les reconnaissances.
la confiance de ma famille professionnelle qui m'a invité à occuper la place de l'expérience, la présence et le soutien de nombreux humains addicts aussi, celle des soignants avec qui j'ai travaillé dans le passé, et tous les autres, sans parler de celle de mes proches, ma famille, mes amis. C'est beaucoup de plaisir et plein d'émotions que je partage avec vous tous. Et c'est l'occasion de rappeler, vu mon grand âge institutionnel, que j'ai vu arriver de nombreuses personnes de qualité qui sont présentes aujourd'hui, comme internes ou étudiantes. Avec chacun d'eux, j'ai beaucoup appris et beaucoup transmis. C'est principalement au cours de ces situations vécues, quand le patient et usager est au centre de notre travail, que notre travail prend tout le sens. S'exprime l'alliance de la connaissance et l'expérience. Tout le monde en profite, les usagers, clients et les soignants. Ça développe entre nous cette confiance si précieuse. Le rôle de chacun est complémentaire. Dans ce cas, nous faisons de la haute couture, comme disait Olive Einstein, pas du prêt-à-porter. Unicité dans un ensemble, c'est un bel exemple. Difficile. C'est la responsabilité de chacun de nous. Nous continuons à y arriver, malgré les messages d'avoir peur de l'autre transmis dans cette crise sanitaire. En 2018, la tribune de l'ONU, dans une déclaration, reconnaît l'inefficacité, donc l'échec de la guerre contre la drogue, qui n'a fait que renforcer le trafic en le rendant plus organisé et violent. En 2021, notre ministre de l'Intérieur se félicite des saisies records de cannabis et met des amendes aux usagers. Alors que nos voisins européens ont au moins assoupli leur législation sur le cannabis, sinon légalisé, l'Allemagne est en passe de le faire. La France continue une politique répressive qui fait de l'usager un délinquant. Cela fait trop longtemps que cela dure, ça fait trop longtemps, c'est vrai. Les usagers en souffrent de la dégradation de leurs conditions sociales et de vie en général. Ça rajoute de l'enfer judiciaire à la galère. La loi ne devrait pas être en lien avec l'usage. C'est la liberté de chacun de consommer ou pas. Ils consomment pour le plaisir, ils consomment pour modifier leur état de conscience, ils consomment, pour jouir de la vie, ou pour réduire leur angoisse existentielle, ou autre raison. Je n'y vois aucun délit. Je pense qu'on est d'accord. La légalisation des drogues et sa fabrication, qui assure la qualité des produits comme l'alcool, la drogue légale, et sa distribution, c'est une évidence qu'en laissant le trafic international prospérer, qui n'a pas pour autre but que son enrichissement, et qui fabrique des produits et des drogues au détriment de la santé de nos semblables, c'est pour le moins irresponsable, sinon non-assistance aux personnes qui consomment. Et il y en a beaucoup dans notre pays, addicts ou pas. Ça fait du monde. Ignorer volontairement cela, c'est faire une politique qui ne suit pas l'histoire, en s'isolant dans un vieux modèle qui a prouvé son inefficacité et qui pourrit la vie des usagers. Voilà, je pense que je vais juste terminer par dire que c'est un vrai plaisir de travailler à Marmottan, autrement je n'y serais pas resté 26 ans. Je vous remercie.
On va enchaîner. Et puis après, on reviendra sur les interventions pour s'il y a des questions de votre part. Et donc, je passe la parole à Martine Lacoste, qui va vous expliquer d'où elle vient et où elle va. Cher Monsieur le Directeur, cher Mario, chers et chers collègues, quel honneur et quel bonheur de voir en ces lieux tant de visages connus et aimés, tant d'autres souriants, attentifs à l'histoire et au devenir d'un lieu qui rayonne de 50 ans de travail expérimental, de réflexion et de transmission. Le chemin qui m'amena à Marmottan pourrait être drôle à raconter, mais Michel Hautefeuille m'a accordé 10 minutes, pas plus. L'essentiel, c'est de savoir que c'est un stagiaire de Marmottan, Pierre Selleret, qui m'embauche et à qui je rendis la politesse en l'embauchant après son diplôme. Dans cet immeuble stalinien, campé dans un décor princier de quartier, un grand homme me reçoit, Pierre Mouton. C'est l'accueillant. Au premier étage, Aimé Le Manac sort d'un bureau surchauffé de dossiers, rempli de monde. Pas une seule blouse blanche dans cet hôpital. Elle sonne au bureau du patron, respectueuse, mais des yeux malins et plissés, d'un léger rire. Entrez, clignote la lumière. Je redoutais de trouver pire autorité et condescendance qu'à Toulouse. Elle ouvre une autre porte de cuir renforcée et gonflée de ouate. Cet entretien serait donc tellement confidentiel. Le professeur Olivenstein. Je ne sais ce que je bredouille, sauf mon expérience dans la dite communauté thérapeutique Le Patriarche, pour aider peut-être les adolescents que je voyais à l'hôpital. La fin de l'histoire surtout l'amuse. En effet, j'avais giflé Lucien Angelmeyer, le gourou, pour un geste MeToo. Alors, que venez-vous faire ici? Peu importe ma réponse, c'est la question qui comptait. J'étais juste nichée dans un coin de vérité, au centre de la lumière crue, chère à Camus. Je le sus bien plus tard. Je venais grandir, être soi, être vrai. Debout, sur le point de quitter le bureau, d'un regard ferme et doux, il dit « Ici, vous serez seul, le dos au mur. » Jamais oublier cette phrase. À cet instant, je comprends ce que veut dire accueillir. Voilà pourquoi, Michel, j'ai choisi ce mot. La création de Clémence s'est faite à partir d'une impasse à Marmottan. Dans les années 80, si peu de place pour accueillir les toxicomanes après le sevrage. Ils étaient exclus, jugés, stigmatisés. Ça vous rappelle peut-être quelque chose en ce moment. Seuls des centres spécialisés, sans aucune consistance juridique véritable ni budgétaire, ouvraient leurs portes pour un accueil très conditionné à la demande exclusive d'arrêt des drogues. Quand il n'y a pas de réponse, ou si peu, c'est la question posée qui importe. Alors, c'est le temps, la densité du moment, cette envie, cette aptitude à entrer en relation, et plus encore. Accueillir, c'est rencontrer ses semblables et différents à la fois, mais en égale humanité. Ces rencontres étaient le cœur d'une clinique que portait Marmottan. Ce fut pour moi une révélation, un luxe, une liberté, et ça s'appelait travailler. Depuis, je n'ai jamais senti le temps passer. Olive est le premier à compter dans l'équipe sur le savoir expérientiel d'anciens toxicomanes, les accueillants. Avec les médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, tous contribuèrent à élaborer des concepts fondateurs à partir de leurs pratiques. La souffrance du sujet désintoxiqué, le manque, et une équation dont aujourd'hui encore la limpidité éclaire tant la prévention que la réduction des risques que le soin. La toxicomanie, l'addiction et la rencontre entre un produit ou un comportement, une personnalité, un sujet, dans un moment social et culturel. Ces concepts
ont fondé le modèle psychodynamique de compréhension et de réponse que l'on a pu opposer au strict modèle maladie, à tous les modèles d'ailleurs, dès qu'ils se veulent dogmatiques, que ce soit la psychanalyse, les comportementalistes et d'autres. Enfin, les modèles sectaires. Là où Marmottan parlait d'accueil, de rencontre, de liberté, le patriarche, dans le même temps, répondait privation de liberté, soumission pour une guérison obligatoire vers la promesse d'un monde meilleur et quel qu'en soit le prix. Dans le même temps, Marc Valeur parlait d'une clinique intersubjective et relativisait les outils. L'essentiel, c'est la remise en question du pouvoir du soignant. L'usager se voit reconnaître le droit de poursuivre ou pas une démarche de soins dans un rapport singulier entre plaisir et souffrance. Olive avance le terme de démocratie psychique et marque le concept d'Ordali dans une compréhension du risque subjectif comme tentative de survie. Impasse et manque ont ainsi ouvert la voie de la rencontre entre usagers et intervenants comme fondement thérapeutique. Ainsi conceptualisée, cette clinique innovante a servi de socle à bien des structures de soins. De plus, la prise en charge psychosociale, la qualité du lien social sont reconnues comme piliers d'un parcours, d'une aventure, pour investir d'autres choix de vie, sortir de la solitude, en individualisant les réponses. C'est ainsi qu'en 1987, nous ouvrons le premier service de l'association Clémence Isor, sous la présidence d'Olive, en créant un réseau de familles d'accueil pour toxicomanes sortant de Marmottan. 80 familles se proposent à l'accueil. Au temps du SIDA, c'est un incroyable pari qu'Olive salue par ces quelques mots. Dans un monde si dur, si impitoyable, vous êtes disponible, vous êtes généreux. Je tiens à vous remercier en mon nom personnel, au nom de toutes les équipes, au nom de notre éthique. Seules des actions comme les vôtres permettent de ne pas désespérer et de croire encore et toujours en l'homme. Des familles se prêtent encore aujourd'hui à cette rencontre extraordinaire et thérapeutique de surcroît. Dans le même temps, les bureaux de Clémence sont aussi devenus un lieu d'accueil pour des entretiens formels, mais aussi pour trouver un ancrage, un soutien dans un partage du quotidien. Le repas du midi en est resté le symbole jusqu'au confinement. Dans ces temps, les chiffres du sida étaient terribles, la vie des usagers pire encore. Un régime autoritaire prônait la création de 3000 places de prison privées. D'autres familles voulaient constituer des milices pour protéger leurs enfants des drogués. Madame Barzac, elle, libérait la vente des seringues. Puis la tempête d'un débat fit grand bruit. Faut-il ou pas mettre en place la réduction des risques et les programmes de substitution? D'un côté, les zélotes de cette aporie, les dealers en blouse blanche. De l'autre, attaque pour non-assistance à personne en danger. Alain Morel m'amena alors en Suisse, pays précurseur d'un tournant nécessaire. En 1993, convaincu qu'il faut faire un pas de plus, notre réseau toulousain dépose 3 projets, un réseau ville-hôpital, un centre méthadone et notre boutique Intermède. Il n'était plus possible de laisser les usagers à la porte du soin, tel que nous le proposions. Il fallait répondre aux besoins, accueillir, être là, et fonder une nouvelle clinique de l'accueil et de la rencontre. Quand Olive inaugure ce lieu, le 1er décembre 1994, quelle ne fut pas sa surprise de retrouver Gégé, un ancien client que Pierre Vion et moi suivions à Marmottan. Il occupait désormais le poste de premier accueillant d'Intermède. Il m'avait dit « Si tu as besoin de moi, un jour, je serai là ». Gégé est resté jusqu'au bout de ses forces. Olive n'est pas favorable à la réduction des risques, pas plus qu'au programme Méthadone, pour lequel il change de pied plusieurs fois. Il redoute de voir les usagers devenir, je le cite, des infirmes médico-légaux et perdre leur liberté dans un assistanat compassionnel. De plus, ces actions étaient prises dans le paradoxe de la loi de 70, nous y sommes encore d'ailleurs 50 ans plus tard,
Et il se prononce pour une dépénalisation des usages et la légalisation du cannabis. Je le cite dans la dépêche 98, sans enthousiasme. Dans la même année, les questions de plaisir, de sens de la vie sont enfin convoquées par la Mille d'été dans un appel à projet de prévention. La prévention n'était pas investie à Clémence, mais nous remportons haut la main cet appel à projet avec Axe Sud. Prendre des risques, c'est la vie. Ne pas les mesurer, c'est risquer de la perdre. Le plaisir, la quête de sens, les risques, Lord Ali, encore une fois, l'encre de Marmottan permettait d'écrire une page. Je ne tournerai pas toutes les pages de l'album de famille, mais elle s'agrandit quand Marc devint président de l'ANIT et inaugure, avec Pierre Bérégovoy, 34 mètres carrés de locaux à Saint-Geniès-Laval. Il fallait que le rayonnement soit intense. L'ANITEA s'ouvre aux addictions, puis à d'autres partenaires pour devenir la Fédération Addiction, que Jean-Pierre Coutron préside durant 12 ans avant de passer le relais à Jean-Michel Delisle, que vous avez entendu à l'instant. Qui peut résister seul dans son coin? Marmottan a tracé la voie. La fédération permet de garder le cap, d'explorer d'autres chemins, et Mario Blaise y contribue largement. La vraie résistance est intégrative, c'est l'intelligence collective, le cœur de la fédération. Le plus grand enjeu n'est-il pas de soutenir l'essentiel, le respect de la place des personnes en situation d'addiction comme citoyens, et une clinique de la rencontre intersubjective au un par un, quel que soit leur choix et leur capacité d'agir. Pour cela, il faut créer, maintenir un large éventail des possibles. Ce sont des combats collectifs. D'un accueil en famille à l'accompagnement des consommations à moindre risque, pas de graduation, des lieux d'appartenance, préalables à toute restauration, socle d'une liberté retrouvée pour donner un sens à sa vie. Alors, quel avenir? Les usagers, les politiques, les acteurs vont aider à tracer le chemin, j'en suis sûre. Mais je n'ai jamais oublié que la petite lumière qui brille à Toulouse, sous le nom de Clémence Cizeaux, c'est à l'équipe de Marmottan. Voilà, c'est l'équipe de Marmottan. C'est l'équipe de Marmottan qui l'a inspiré, et les toxicomanes qui ont fait le pari d'y croire pour eux-mêmes. Nous voulons, comme vous, que le plus affaibli ou le plus caustique trouve sa place, non grâce à notre empathie, mais du seul point de sa dignité. Cette exigence éthique de l'instant ne s'apprend pas, elle se transmet, comme sens, comme vérité. Je sais à quel point je dois au bienveillant adoubement d'Olive énergie, détermination et loyauté dans cette éthique de l'instant. Il a su me sauver de l'insécurité qui me fonde, sans jamais la guérir, pour créer et poursuivre son œuvre, tout en acceptant de tracer des chemins qu'il n'acceptait pas en première intention. Sur ces chemins, Marc Valeur m'a ensuite accompagnée, quand en 2011, Olive transmet le bâton de président à Marc. Marc, il a réussi 2 tours de force. Me faire accepter qu'addiction n'est pas intrinsèquement corrélée à médicalisation et que grâce à la régulation des jeux, un chemin vers de nouvelles régulations serait possible, aussi dans le champ des drogues illicites. Le 2e tour de force est de m'avoir fait jouer au flipper. La tâche de notre nouveau président, Jean-Pierre Coutron, va être ardue, car il est hors de question que j'apprenne à barrer un voilier. Michel, merci de m'avoir permis de témoigner. Merci à toute l'équipe de Marmottan. On part sans dette, mais responsables. De Marmottan, on part sans dette, mais responsables de la transmission. Merci à Olive, à toi Marc, à toi Mario, digne porteur de cette histoire, de cette force, pour continuer longtemps. Bel anniversaire.
pourrais être obligé d'enchaîner. Bon. Je suis impressionnée quand même, je dois le dire. D'abord, je voudrais remercier, bonjour à tous, et je voulais vraiment remercier l'équipe de Marmottan, d'abord de m'avoir choisi pour pouvoir partager un peu de ce que représente Marmottan pour moi et ce que ça a représenté. Et voilà, et je remercie toutes les équipes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai travaillé là-bas, parce que je crois que j'ai jamais retrouvé non plus ce que j'ai pu trouver là-bas. Donc, et merci en fait de m'offrir cet espace de liberté, parce que c'est un espace de liberté là qu'on nous offre. C'est le mot que j'ai choisi, liberté. Alors, je vais dire vite fait l'anecdote pourquoi j'ai choisi ce mot-là. C'était avant le Covid. Je précise. C'était Michel m'appelle et j'arrivais devant la prison de Salon où j'ai des consultations avec mon XAPA. Et le mot qui m'est arrivé tout de suite en tête, c'était la liberté. Alors c'est vrai que la liberté, moi j'ai travaillé 11 ans à Marmottan, enfin 12 si je compte, mais aussi mes semestres d'interne. La première fois j'étais en 3e année, donc j'étais vraiment jeune interne. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé en arrivant, alors je me souviens très bien de l'image, enfin j'ai le moment, c'est une espèce de désordre comme ça, mais finalement un désordre organisé et une chaleur qui échangeait entre les gens qui travaillaient et aussi avec les usagers. Alors parfois c'était un peu, pas toujours une chaleur, je n'ai pas envie d'employer le terme bienveillance, mais il y avait des conflits aussi, mais il y avait quelque chose de très chaud et de très humain. Et il y avait cette liberté-là, en tout cas, de pouvoir exprimer ce qu'on ressentait. Tu parlais des émotions. J'ai l'impression de sortir dans un cadre différent de travail, et c'était pas seulement un travail. Quand je parle de Marmottan, parfois j'utilise le terme j'ai grandi à Marmottan. J'ai vraiment grandi, alors au niveau professionnel de ma pratique, mais aussi au niveau humain, parce que cet endroit aussi où on pouvait échanger de manière formelle, mais surtout informelle, que ce soit au coin d'une table. On pouvait parler d'Ordali, de Philippe Cadic, on pouvait parler avec Marc. Je le connaissais à peine au début, je n'osais pas l'approcher, mais en fait, on pouvait même parler parfois dans le RER. C'était de ces moments libres aussi de discussion. Les accueillants, où je découvre... alors, j'ai travaillé sur Médecins du Monde, où il y avait déjà des intervenants communautaires dans l'émission Rêve, dont je faisais partie au final. Mais les accueillants, vraiment quelque chose qui m'ont énormément appris. On a eu beaucoup d'échanges et dont je continue à apprendre. Mais pareil avec tous les intervenants de Marmottan, quelle que soit la fonction de chacun, accueillant, infirmier, médecin, assistante sociale, secrétaire. Il y avait une richesse au secrétariat, d'ailleurs, c'est une espèce d'ambiance au secrétariat très forte, où on pouvait parler de tout. Mais il n'y avait pas que le soin, il n'y avait pas que la clinique, il y avait la vie, c'est-à-dire la société, les questions sociétales qui sont forcément liées aux addictions, parce que l'addiction, c'est quand même au cœur d'une société et d'un contexte. C'est pas qu'une question personnelle, même si c'est important. Et il y avait en tout cas cette liberté. On nous parlait effectivement, on parlait tout à l'heure de l'expérience, du savoir expérientiel qu'on parle de manière évidente chez les accueillants. Je crois qu'il y en avait aussi chez les d'autres intervenants, et évidemment chez les usagers. Et tout ça se mélangeait et s'apprenait de manière très libre. Le savoir, il n'était pas unilatéral. Il y avait cette notion d'intersubjectivité, mais c'était pas un 20 mots, c'est quelque chose que je connaissais pas, que j'apprenais plutôt là-bas. Et la demande du client était vraiment au centre de ce qui se passait, et non d'un désir unique du soignant. Bon, c'est pas idyllique, c'était pas toujours aussi idyllique que ça, évidemment, vous en doutez. En tout cas, très vite, on ressent cette liberté. Moi, je l'ai ressenti. C'est une notion fondamentale, je crois, en tout cas, moi, qui me porte depuis toujours. Depuis toujours, en tout cas, depuis assez jeune. Cet espace aussi sans protocole, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cadre ni de règles, il y en avait, on en a besoin, mais par contre, on pouvait les franchir. On pouvait en donner du sens, et avec beaucoup d'authenticité, on pouvait les franchir. Ça donnait lieu à des discussions nombreuses sur le sens et les conduites, ce qui pouvait donner d'ailleurs encore plus de valeur à cette notion fondamentale. Et encore une fois, les questions sociétales, elles émergeaient vraiment très régulièrement au milieu de ces discussions cliniques. Donc je voulais aborder une notion qui a déjà été abordée sur la démocratie psychique, évidemment. Alors c'est un vieux concept, pas un vieux concept, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus, on n'entend plus vraiment ce mot.
Je crois qu'il a été en tout cas dit par Oliver Einstein, j'ai peut-être des bêtises, mais je crois. Mais l'idée, c'est de retrouver, d'amener les gens, de les aider à retrouver leur liberté de choix. La liberté de choix, c'est le choisir de consommer d'abord ou de ne pas consommer. C'est le choix aussi de se soigner, d'être accompagné, de choisir son accompagnant. Mais ce qui veut dire que si on défend cette notion de démocratie psychique, il faut aussi défendre la notion au niveau sociétal. Et donc, sans en débattre moi là aujourd'hui, mais en tout cas de poser la question évidemment de la dépénalisation et de la légalisation. Si on peut laisser le choix aux gens de consommer, il faut l'accepter aussi au niveau sociétal, sinon effectivement les usagers ne sont que des délinquants. Donc cette liberté a permis, il me semble, d'interroger le sens de la consommation. Et là-bas, il y a toujours une liberté aussi d'écouter et d'entendre multiples réponses. Pas le cas, je crois, dans tous les centres. C'est-à-dire d'abord le plaisir, la notion d'entendre oui, je fais ça parce que j'aime ça, j'ai du plaisir. Il y a la question de l'automédication, évidemment, qui ramène à la souffrance du sujet. L'autodestruction aussi, parce que ça peut en faire partie. Mais une question aussi qui se rapproche de la notion de liberté, c'est la question de s'affranchir aussi de toutes les contraintes sociales consommées. Ça peut être aussi notamment chez les adolescents, chez les jeunes adultes, mais même un peu plus tard, une façon de s'affranchir des contraintes sociales, des normes, affirmer en fait qu'on est libre, même si effectivement on prend le risque peut-être mais la plupart des usagers ne deviennent pas addicts, mais en tout cas un certain nombre peuvent devenir addicts, avec ces définitions qu'on pourrait donner, avec ce sentiment subjectif d'aliénation. J'aime bien cette définition parce que c'est plus l'usager finalement qui décide de dire oui, je suis addict, et non pas le thérapeute, le médecin, le questionnaire qu'on a rempli, qui va dire bon vous avez tous les critères. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre du subjectif et qui donne aussi une part un peu plus respectueuse de la personne en tant qu'être désirant. Voilà. Après, il y a aussi la question de la prise en charge, qui peut être vécue comme paradoxale. Moi, c'est vrai que là-bas, j'ai rencontré très rapidement aussi une liberté dans la prise en charge. Là, il y a le côté du sujet, le côté aussi de l'intervenant. Qu'est-ce que je peux, comment est-ce que je peux travailler? Mais il y a la question je reviens sur la substitution. Moi, je suis arrivée, il y avait déjà substitution, il y avait des psychotropes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être ressenti comme paradoxal, comme on va proposer de libérer de la drogue, du produit, d'un comportement, mais parfois au prix d'une perte de liberté parce qu'on va devenir dépendant d'un autre produit. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'usagers peuvent vous dire. Alors effectivement, on connaît les bienfaits de la substitution, mais qui n'est pas vrai pour tout le monde. Puis de toute façon, il n'y a pas de substitution pour tous les produits. Donc ça en donne aussi déjà une limite. Mais il y a quelque chose, moi ce que j'ai trouvé aussi... des fois, peut-être dans d'autres endroits, là où je suis arrivée, il y avait parfois une espèce de chronicisation aussi, et je pense que ça parle à un certain nombre d'entre nous, la chronicisation des patients qui se retrouvent avec des traitements pendant 10 ans, 20 ans, et qui ne sont pas réinterrogés. On peut retrouver la même chose en psychiatrie, avec des fois des antidépresseurs qui sont donnés pendant 20 ans. Donc ça reste un outil qui peut être formidable, comme un outil qui peut être un outil de surveillance, de contrôle. On voit en fonction aussi des structures. Il y a des structures qui sont assez larges ou qui travaillent de manière en concertation, on va dire, en confiance avec les usagers. Il y en a d'autres qui sont beaucoup dans le contrôle et qui ne laissent plus du tout de marge de manœuvre, notamment au sujet. D'ailleurs, on entend aujourd'hui au niveau politique une idée de pouvoir faire des limites des sevrages forcés, des lieux où il faudrait absolument rentrer pour soigner les gens. Bon, c'est des choses où il faut faire attention et continuer à se battre sur la question de laisser le respecter le choix du patient. Et on voit là la question de la sécurité du patient pour son bien, qui peut finir par s'opposer à cette notion de liberté, qui est quand même fondamentale aussi. Alors il faut trouver sûrement un juste équilibre. Et c'est vrai qu'à Marmottan, ça prenait forme notamment sous forme d'un contrat, même si c'est un contrat... j'ai bientôt fini. C'est un contrat moral, on ne l'écrivait pas, mais en tout cas un contrat. Donc ça fait écho à la liberté aussi de travail et des soignants, des intervenants dans nos pratiques. On ne nous disait pas, il faut faire comme ci, comme ça. Marc disait souvent, un bon praticien, c'est celui qui est à l'aise avec ce qu'il utilise, en fait. C'était pas telle technique ou telle technique. Donc il y avait cette liberté aussi, on ne nous imposait pas une idéologie de la théorie des addictions. Voilà, il y avait beaucoup donc ça, il y avait cette liberté-là aussi, et de travail. J'ai rencontré un lieu original, de pouvoir d'ouverture. Je voulais aussi, moi je me rappelle quand je suis arrivée, on m'a dit au bout d'une journée ou deux, alors maintenant tu oublies ce que tu mets à la porte, ce que tu as appris. Bon, c'est une façon de parler, mais c'était
Et écoute les patients, écoute les clients. C'est eux qui ont à t'apprendre aussi du plaisir, de la souffrance, de l'effet des produits. Bon, ça a été d'autant plus vrai sur la question du chemsex qui est arrivé en 2011 et on ne connaissait rien. Donc moi je leur ai dit, je dis, voilà, je ne connais pas. Et c'est vrai qu'on a appris avec eux et à entendre ce qu'ils pouvaient nous apprendre et aussi à trouver des solutions ensemble et travailler ensemble avec ce qu'on sait déjà d'avant des autres addictions, puisqu'il y avait beaucoup de choses aussi communes. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'action qu'il n'y avait pas de classification ni de diagnostic. On m'a dit, on ne fait pas de diagnostic ici. Et effectivement, quand on travaille en addictologie, alors là, maintenant, ça fait assez longtemps, je ne peux que souscrire à ça. C'est que quand on voit l'évolution possible des symptômes, des personnes, des personnalités, même en fonction d'abord évidemment des produits consommés. C'est compliqué de faire un diagnostic avec quelqu'un qui consomme depuis 5 ans des produits tous les jours, c'est compliqué. Donc on voit bien l'évolution, quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on travaille en addictologie, et ben on voit cette évolution. Et donc ça donne aussi la liberté de pouvoir évoluer vers là où on doit aller, où on va aller. Donc ça dépend des produits consommés, du travail psychique aussi qu'on engage et de ce qui se passe autour de nous. Et je vais conclure avec ça fait écho, en tout cas pour moi, à ce qui se passe aujourd'hui, sur la question de cette liberté. Ça tombe où c'est vrai que je suis très ébranlée par la perte de liberté qu'on a de plus en plus. Là, alors je ne vais pas faire par rapport au Covid aussi, je trouve qu'au niveau, quelle que soit l'avis qu'on ait, on ne peut plus donner d'avis. En fait, si on n'est pas dans une position officielle, on est considéré comme limite dangereux. Je trouve ça dangereux, en fait, de penser comme ça. Bon, ça s'assouplit un petit peu, mais ça reste quand même très, très, il me semble, limité, même si ce n'est pas du tout ma spécialité, évidemment. Donc on sent qu'il y a une censure, il y a même une autocensure des gens, même dans les discussions privées, hein, au-delà de parler de ce qui se passe dans les décisions qui sont prises pour les soins, des médecins qui ne peuvent pas prescrire comme ils veulent et des gens soignés qui ne peuvent pas forcément être soignés comme ils l'entendent. Bon, je ne sais pas si c'est arrivé très souvent dans notre... en ce moment ou depuis de nombreuses années. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve inquiétant. La liberté pour tous, addict ou pas, elle est mise à mal au nom de la sécurité et au nom de la santé à tout prix. Et cette démocratie psychique dont je parlais tout à l'heure, elle ne peut exister que si on est en démocratie. C'est ce que disait Olive. Bon, je dis appel Olive, je ne l'ai pas connu, mais c'est comme si il était un peu présent en nous. C'est vrai qu'on en parle comme ça, comme si c'est assez fort. Mais nous-mêmes, je m'interroge sur la démocratie psychique qu'on a pour nous-mêmes. Donc, ma fille, qui travaille en ce moment sur les libertés, c'est nos programmes de 4e, me rappelait il y a 2 jours que la liberté, c'était dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et que, pour moi, en tout cas, ça doit être une priorité de la préserver. Voilà. Alors, soyons libres de risquer de vivre. Je crois qu'il faut... Voilà. Et merci. Voilà. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, voilà. Et il fallait choisir un mot, moi j'ai pensé tout de suite liberté, c'était déjà pris, donc j'ai pris dialogue, échange, donc voilà, déjà je commençais un peu... Donc je suis arrivée à Marmottan en novembre 95 et c'est une époque de ma vie où je cherchais un petit peu quoi faire de mon diplôme de médecine générale, je suis médecin généraliste, je le revendique toujours un peu. Et j'avais fait pas mal de choses, médecin urgentiste, médecin sous les tropiques, étudiante en anthropologie, enfin beaucoup de choses. Et donc, je me disais, en fait, je voulais surtout continuer d'apprendre et je voulais pas travailler seule. J'avais envie de travailler avec des gens, surtout pas seule dans un cabinet. Donc les études en anthropologie m'ont amené à voir vraiment le monde différemment et à donner du sens aux maladies et aux souffrances des hommes et des femmes que je rencontrais et à m'intéresser à l'organisation des sociétés et aux différentes manières qu'elles ont de traiter leur population marginale et déviante. Parfois, on les appelle même les surnuméraires et on pense aux usagers de drogue tout de suite. Et donc, quelques mois avant mes débuts à Marmottan, j'avais eu la chance de rencontrer le docteur Jean-Pierre Lhomme, qui m'a embauché au programme d'échange de seringues de Médecins du Monde, le premier programme en France, et qui ensuite a proposé ma candidature pour la consultation de médecine générale de Marmottan, où il travaillait.
Et donc non seulement il me proposait d'avoir un peu de cohérence et d'engagement dans mon parcours et dans ma vie, mais aussi d'entamer une relation d'amitié qui a beaucoup compté pour moi. Je ne vais pas pleurer aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu largement prendre ma place. Et j'ai une pensée émue pour lui. Donc je ne résiste pas, un peu plus gai, un peu plus drôle, à l'envie de vous raconter mon premier entretien d'embauche avec le professeur Olivenstein, en fait, que je ne connaissais pas vraiment, à part, j'en avais entendu parler par mes amis punk de Rouen, qui avaient leur fameux groupe, les Olivenstein. J'adorais cette musique. J'ai passé mon bac avec le guitariste, donc pour moi, Olivenstein, c'était ces chansons très provocantes et un peu débiles parfois, mais qui nous faisaient bien rire. Bon, alors j'étais plutôt impressionnée, et quand j'ai franchi la porte capitonnée de son bureau, il m'a posé quelques questions, et il a souligné que je venais de Médecins du Monde. Et il a dit, Médecins du Monde, c'est comme le coucou qui fait son nid dans celui des autres, et qui finit par les virer. Donc j'étais pas très à l'aise en fait. J'étais un peu, oui, bon. Et il a conclu en me faisant remarquer qu'on avait changé d'heure la veille et que j'avais 1 heure de retard. Alors je me suis dit, bon bah là c'est cuit, hein, je vais pas commencer ici, pourtant j'en avais envie. Mais bon, à ma grande surprise, il m'a dit « Marmottan, c'est une maison de fous, je pense que vous avez certainement votre place. » Bon, alors j'ai été embauchée. Voilà, je le remercie. Donc, je lui avais toujours promis d'amener le disque des Olivenstein, chose que je n'ai pas fait, mais bon. Donc à Marmottan, surtout au début, en tant que médecin généraliste, on était un peu tout seul, il fallait faire un peu sa place, et on ne nous expliquait pas trop comment s'y prendre. Alors moi j'ai un peu dû mouiller ma chemise, argumenter, défendre un peu mes positions, parce que je travaillais déjà dans la réduction des risques. Et puis j'ai fait des gardes à l'hospice, et puis là j'ai vraiment appris. J'ai appris en observant, puis aussi dans l'échange et le dialogue avec les clients, les patients, les infirmiers, les accueillants, les médecins. J'ai vraiment le souvenir d'une grande liberté de parole et de débat nocturne, arrosée. Enfin, c'était un temps ancien où les transgressions n'étaient pas immédiatement postées sur les réseaux sociaux. Alors donc, ça reste entre nous, hein. Alors, c'était le travail d'équipe, hein. C'était vraiment une solidarité autour du client, et c'était vraiment réel, et c'est ce que je cherchais, donc je suis restée 8 ans. Et j'ai appris à sortir du carcan médical. D'ailleurs, on n'avait pas de blouse, ça m'arrangeait bien. Ce carcan qui enferme les médecins dans une position dominante vis-à-vis du patient, dans un schéma assez rigide, hein, de les symptômes, le diagnostic, le traitement, la guérison. Et ça, vraiment, j'étais contente d'en sortir. J'avais envie d'un peu plus de complexité. Surtout que cette guérison, elle n'arrive pas toujours, enfin, dans le terme... et que ceux qui ne guérissent pas, ben, ils sont vraiment pénibles, hein. Alors, combien de personnes vous sauvez à la salle de consommation? Alors, c'est la question la plus fréquente que les politiques nous posent, les politiques, les journalistes, lors de leurs nombreuses visites. En ce moment, c'est les élections, donc on vient tous voir la salle de consommation. Alors nous, on est là, on fait, bah, c'est compliqué, hein. Comment on répond à cette question-là, une question à un chiffre, une question à une dimension, la dimension unique de la drogue, hein. C'est-à-dire, on en prend pas, si on n'en prend pas, eh ben, tout va bien. Ah, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, il n'y a pas de complexité dans cette pensée-là, il n'y a pas de 3e et 4e dimension, et vraiment, parfois, c'est très pesant. Alors, pour venir à mes années marmottéennes, j'ai trouvé que c'était joli. Bon. J'ai expérimenté des situations vraiment complexes et j'ai souvent été poussée à l'introspection, à l'autocritique. Et une de mes interrogations, c'était comment prétendre apporter du soin à des personnes dépendantes quand on n'est soi-même pas très au clair avec ses consommations, ses dépendances et ses conduites à risque. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce sujet intime, mais cela fait partie des réflexions qui ont pris une grande place dans ma vie à cette époque et que j'ai tenté de résoudre tant bien que mal. Donc, j'ai aussi appris à me concentrer, à me centrer sur la personne rencontrée,
à faire du lien. Alors c'est un peu la tarte à la crème, le lien, mais c'est quand même le départ. Dans le respect des choix des personnes, même si ces choix ne correspondaient pas aux miens, aux attentes de la société, et même si le choix, c'était plutôt de poursuivre une consommation ou de gérer mieux sa consommation de drogue. Donc j'ai eu la chance d'exercer cette haute médecine, plus riche que celle apprise à la faculté, plus complexe, plus complète que celle dédiée au seul corps malade. Ce qui m'a le plus impressionné au début à Marmottan, c'est le sentiment d'une implication intense de tous, de toutes au service des clients. Chaque personne reçue avait sa place. Il n'y avait pas de routine, il me semblait, dans la pratique. Pas de réponse toute faite, pas de dogme. Je me souviens vraiment de l'intensité, de la passion qui nous animait, qui animait certains professionnels quand ils parlaient de leurs clients. Pas une passion mièvre, sentimentale, mais vraiment une authentique volonté d'accepter l'autre et de lui redonner une place de sujet dans le monde. Et ça, vraiment, c'était chouette. C'était intense, c'était parfois dramatique, mais aussi souvent drôle. J'aimais beaucoup mes conversations avec les accueillants et les infirmiers de l'hospice, j'en ai déjà parlé, confronter nos points de vue, parler des clients et puis rire. M'imprégner de l'expérience des soignants, du mode de vie des clients, c'est vraiment comme ça que j'ai avancé. Et les premières années, j'avais un autre boulot. J'étais à mi-temps à Marmottan et à mi-temps médecin du monde, au programme d'échange de seringues d'abord, puis au bus méthadone. Alors on faisait des maraudes en camion, le jour, la nuit. C'était vraiment pour moi deux actions, deux boulots complémentaires. Mon activité de médecin de réduction des risques m'a jamais semblé contradictoire avec ma pratique à Marmottan. Au contraire, je m'appuyais sur les ressources de l'institution pour y amener des personnes qui soit ne connaissaient pas, soit en avaient souvent une vision ou une représentation erronée. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui me demandaient de me justifier comment on peut travailler à Marmottan, l'abstinence, ils ne connaissaient pas, et à Médecins du Monde en même temps. Et cette opposition entre soins et réduction des risques que certains exprimaient haut et fort est malheureusement toujours d'actualité. Hier, c'était pour les consommateurs d'héroïne, aujourd'hui pour les consommateurs de crack. Un élu, l'autre jour, nous disait, très sérieux, mais votre réduction des risques, ça ne marche pas, hein, les gens ils continuent de consommer, il faudrait les soigner vraiment. Sous-entendu, les sevrer de gré et de force. Hein. En ce moment, on est un peu décomplexé. Et donc on retourne au vieux débat un peu stérile d'il y a 20 ans et plus. Donc à Marmottan, l'accueil inconditionnel permettait de rencontrer des personnes de tous les horizons. Et j'ai vraiment une pensée émue pour des gens que je ne connaissais pas avant à Marmottan, enfin, les gens de banlieue parisienne. Je suis pas parisienne, donc je ne connaissais pas ces gens de Gennevilliers, d'Aubervilliers, tout ça. Et avant qu'ils fassent éruption à Marmottan, à la médecine générale, à l'accueil, avec la douleur d'une mort annoncée par le VIH-Sida. Et ça, j'ai vraiment une pensée émue pour eux aussi aujourd'hui. Ils étaient reçus à Marmottan. Ils avaient le droit au même respect que les autres, quel que soit leur choix de vie et leur consommation. Et ça, vraiment, c'était une leçon. Le premier pas de la réduction de risque, c'est cet accueil inconditionnel. Tu pousses la porte et tu es reçu. Je trouvais ça génial, pas de revenez plus tard. En créant le bus méthadone avec Jean-Pierre, nous nous sommes inspirés de cet accueil et vraiment c'est quelque chose que j'essaye toujours de préserver malgré les difficultés de ces 2 dernières années. Et puis contrairement à ce que certains à Marmottan et ailleurs redoutaient, il y avait des bonnes engueulades et des positions personnelles assez tranchées. Le sujet avec un grand S ne disparaît pas dans l'approche de la réduction des risques. Il reste au centre, comme à Marmottan. On n'est juste pas au même moment. Moi, je les voyais, les clients de Marmottan, sur les scènes de conso de Strasbourg-Saint-Denis, de Stalingrad, de Gare du Nord, dans les années 90. C'était les mêmes personnes que je voyais à Marmottan, mais ils n'étaient pas au même moment. Ils étaient dans leur vie quotidienne, dans leur mode de vie. Ça, je l'ai compris pendant les heures passées près d'eux dans l'antenne mobile de Médecins du Monde. Et d'ailleurs, je les vois toujours, certains anciens, qui viennent à la salle de consommation. Et c'est très marrant. On parle du bon vieux temps. Et je pense que certains auraient vraiment aimé être là aujourd'hui avec nous. Tous ont quand même un bon souvenir de Marmottan, de leur passage. Donc à Marmottan, la pratique médicale n'était pas dissociée du social, faisant fi de la complexité de l'être humain, et la santé était envisagée comme un objet politique, et pour moi. Et c'est ce projet politique qui a démarré pour moi à cette époque et qui m'anime toujours. Alors je vais parler assez vite de la situation d'aujourd'hui qui me préoccupe et qui partage certaines similitudes avec celle du début des années 90,
quand a émergé les premiers projets allant à la rencontre de ces consommateurs de drogue illicites. Des projets portés par des militants reconnus un peu du bout des lèvres et obligés à l'action par l'épidémie de VIH-Sida, qui tuaient des gens jeunes n'ayant pu acheter des seringues librement dans les pharmacies de leur quartier. Cette interdiction de la vente des seringues, cette répression sans nuance, ces injonctions thérapeutiques, ces entrées et sorties de prison qui ont créé tant de parcours chaotiques. J'ai rencontré un ancien l'autre jour, il a 45 ans, il a fait 49 incarcérations. On se dit, mais... Et puis surtout que pour le même produit, la même personne qui consomme tous les jours dans un milieu aisé n'aura jamais de soucis. Donc en fait, le produit, cette poudre inerte est pourtant bien la même dans les deux cas. Alors est-ce que tout cela a vraiment changé avec le développement de la politique de réduction des risques et l'apparition de l'addictologie, nouvelle spécialité médicale? Quels sont en vérité les droits des usagers de drogue? On peut se demander si ce système répressif qui est porté par la loi du 31 décembre 1970 n'est impitoyable qu'avec les faibles et les pauvres. Et parmi ces pauvres émerge depuis 2 décennies la figure du cracker, le consommateur de cocaïne base à la réputation de zombie et d'individu dangereux. Les crackers sont à part dans le spectre de la déchéance, le pauvre parmi les pauvres, le craqueux de la police et de la justice, ils les appellent comme ça. Et pour qui il faut mener des actions spécifiques. Donc vous savez qu'on a un plan crack par exemple. Alors, ça permet de travailler tous ensemble, enfin c'est vu un peu par le bout de la lorgnette. Et puis, ce craqueux-là, il offre un souffle de jeunesse à cette vieille loi de 70, elle qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Et pour ce craqueux, donc, il y a un régime spécial, interpellation répétée, longue garde à vue pour une pipe dans la poche, injonction thérapeutique, interdiction de paraître dans tel ou tel arrondissement. Et tout cela, il faut bien le constater, sans grand succès. Tous les jours, tous les soirs, il se presse vers les lieux de vente, la pipe à crack délivrée par les centres de réduction des risques dans la poche, un caillou, une galette pour se sentir en vie, pour exister, et toute la répression du monde n'y changera rien, sauf à accroître leur misère et leur désarroi. Et donc après quasi 30 ans de boulot avec les usagers, je suis venue à penser que tant que les usagers ne seront pas rétablis dans leur citoyenneté, quel que soit leur choix en matière de consommation personnelle, leurs droits ne seront pas respectés. Et cette situation ne sera retrouvée, cette citoyenneté ne sera retrouvée que si et seulement si la consommation de drogue est dépénalisée. Cette dépénalisation de la consommation de toutes les drogues, mise en place au Portugal depuis le début des années 2000 avec succès, n'a d'ailleurs pas provoqué l'explosion des consommations ni des trafics tant redoutés dans l'Hexagone, mais a seulement permis aux usagers de vivre plus dignement. Donc mes années à Marmottan m'ont apporté beaucoup de plaisir. Le plaisir de travailler avec des gens d'excellence, passionnés et engagés. Et ces années ont été indispensables à ma formation intellectuelle, qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui, à militer pour l'ouverture des salles de consommation à moindre risque, à militer pour le développement de ces approches humanistes, de cette approche humaniste qui est la réduction des risques. Et je souhaite un bel anniversaire à tous et à toutes, et qu'on continue à travailler ensemble. Je vous remercie.